Et voilà. Là, on enregistre déjà. Et alors, donc, les questions vont peut-être être un petit peu bateau. Bon, c'est les questions qu'on vous a bien sûr, posées en non, mais boucle depuis quelques temps. Et je vais tout de suite commencer avec une question qu'on vous a posée sur scène. Mais pourquoi est-ce que vous êtes revenu à l'univers de Silent Hill? Pourquoi je suis revenu à l'univers Silent Hill? Parce que j'ai jamais eu l'impression d'avoir dit tout ce que je voulais dire sur Silent Hill. Silent Hill, c'est une quinzaine de jeux aujourd'hui, donc c'est la deuxième plus grosse franchise du survival horror en vidéo game. Donc je ne pouvais pas prétendre avoir donné tout la quintessence de ce que je pensais de Silent Hill en un seul film. Non, le premier film était une façon d'établir, surtout qu'il a été fait à une époque où Silent Hill était encore, je dirais, un phénomène presque de contre-culture, presque quelque chose dont les gens connaissaient le titre, mais peu de gens avaient joué. Donc c'était une époque où le jeu finalement était connu d'une poignée de gens. Et puis depuis, il y a eu toutes les autres plateformes ont accueilli à peu près un Silent Hill. Et puis surtout, il y a eu le remake récent de Silent Hill 2 sur PS5 qui a brusquement fait pivoter cette franchise qui était plutôt une franchise de la génération des années 2000 vers la nouvelle génération des années 2020. Donc ça ouvre un champ absolument incroyable. Ce qui s'est passé en fait, c'est que avec Samuel Adida qui malheureusement a disparu, entre-temps, on a beaucoup parlé de faire un autre Silent Hill. Il m'avait évidemment proposé de faire le deuxième Silent Hill, celui qu'a fait MJ Bassett. Simplement, j'étais pas d'accord avec l'orientation qu'il voulait donner à ce film. Il voulait, parce que il se trouve que Adida faisait partie des coproducteurs de la licence Resident Evil. Et donc, il voulait essayer de voir s'il était possible de faire quelque chose d'équivalent à Resident Evil avec Silent Hill. Moi, je leur avais dit, c'est pas du tout le même public, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout... Et les films qui seront tirés de Silent Hill ne peuvent pas être dans le même genre, le même organigramme que ceux de Resident Evil. Donc et c'est vrai qu'ils ont essayé quand même. Ils ont quand même essayé, ils ont appelé MJ Bassett, il a fait le film. Le film n'a pas été très bien reçu par le public, comme je m'en doutais d'ailleurs, puisque c'est un public difficile, le public des jeux vidéo, et spécialement le public de licences comme Silent Hill, est un public extrêmement compliqué, parce que c'est un public qui a fini par développer une espèce de culture, je dirais, parallèle, où les gens se racontent les choses à propos de tel élément, de tel détail du jeu, etc. Quand vous tapez Silent Hill et que vous voyez le nombre de sites, de podcasts et de trucs comme ça, c'est démentiel. C'est-à-dire que c'est réellement un truc en soi. Donc mettre les pieds dans Silent Hill, c'est assez compliqué. Mais c'est vrai que moi, à la base, pour revenir donc, au moment où j'ai adapté le premier, c'est vrai que spontanément, j'avais déjà joué au deuxième Silent Hill, qui était sorti plus ou moins quand j'avais attaqué la préparation du pack Daily. Et c'est vrai que le deuxième jeu s'était imposé comme le meilleur, assez facilement. Simplement, le problème du jeu, c'était qu'il était très compliqué à piger, dans la mesure où non seulement il jouait sur un univers qui avait été établi par le premier jeu, mais il ajoutait une dimension qui était inconnue du premier jeu, c'était que cet univers était généré par le point de vue du personnage principal. Dans le premier jeu, les gens se perdaient dans Silent Hill comme dans une dimension parallèle. Dans le deuxième jeu, on comprenait au bout d'un moment que ce à quoi on jouait, l'univers dans lequel on déambulait, était en fait le fruit de l'imagination déviante, en partie dingue, du personnage central, James Sunderland. Et très sincèrement, c'est vrai que quand avec Samuel, on avait parlé d'adapter Silent Hill, évidemment, le 2 était le meilleur, mais celui qui me semblait le plus approprié pour démarrer éventuellement une franchise, c'était évidemment le premier jeu, et donc on a adapté le premier jeu à cause de ça. Mais c'était resté dans ma tête que le deuxième jeu, qui d'ailleurs, quand on l'analyse froidement, est quasiment une trahison du premier jeu. Dans le premier jeu, l'univers de Silent Hill existe, la ville existe, etc. Dans le deuxième, on nous dit brusquement que non, en fait, cette ville n'existe pas, qu'elle est en fait dans la tête du personnage principal. Et donc c'est vrai que le temps avait passé, depuis la suite. Donc MJ Bassett avait donné à mon film, il s'était passé plus de 15 ans, et il était temps pour un reboot, et il était temps peut-être de faire Silent Hill 2,
qui, je dis bien en soi, est une sorte de trahison du premier Silent Hill. Et est-ce que vous avez eu l'intention avec ce projet-là de trahir votre propre Silent Hill? Totalement. Oui, parce qu'on est un fan de Silent Hill ou on ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on doit... Moi, personnellement, je suis dans le rôle du fan sur Silent Hill. Du geek, le geek de base. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs pour ça que le premier film a été si bien accueilli par les fans de Silent Hill. C'est parce qu'ils ont reconnu, et je crois que c'était assez facile, que le film était fait par un geek comme eux. Donc c'était un film de geek. Bon. Donc... quand je me suis attaqué au second, j'ai dit il ne faut surtout pas trahir cette trahison. Il faut respecter le fait que le deuxième jeu est en complète contradiction avec le premier jeu. Et donc forcément le deuxième film ne suit pas le premier film. Et pour moi en plus c'était quelque chose d'intéressant parce que très sincèrement si j'avais eu à refaire la même chose 15 ans plus tard, j'aurais l'impression en fait de patiner dans la semoule. Alors que là, ce qui était vraiment intéressant, c'est que je pouvais m'attaquer à nouveau à Silent Hill, mais sous une perspective que ne m'offrait absolument pas le premier film. Et puis, il y avait l'évolution entre-temps, l'évolution du genre, où il y a véritablement aujourd'hui un public qui est prêt à accepter le fait que ce qu'il voit est un jeu cérébral et non pas une donnée effective, donc objective. Donc ça, c'était déjà très intéressant. Mais en plus, il y a l'évolution technologique. Aujourd'hui, il était forcément, j'allais pouvoir faire le film avec des moyens que je n'avais pas à l'époque, et notamment quelque chose qui a commencé à se développer, et vous verrez, je pense qu'il y a des résultats assez extraordinaires à l'écran, c'est ce qu'on appelle le studio virtuel, le volume, qui est donc des studios où en fait on est littéralement dans un espace virtuel et sans qu'on le soupçonne au résultat, à aucun moment. Vous aussi, vous avez évolué finalement depuis 15 ans, il s'est passé, j'imagine, beaucoup de choses, vous avez travaillé sur Bien sûr, j'ai travaillé sur plein de projets, il s'est passé plein de choses. Et puis il y a une chose aussi qui est pour moi importante, c'est que moi je suis pas coupé du reste du monde, c'est-à-dire que je regarde les films des autres aussi. Entre le premier Silent Hill et le Silent Hill aujourd'hui, il y a eu l'émergence de metteurs en scène extrêmement importants, il y a eu des mutations à l'intérieur du genre, il y a même une mutation, on pourrait dire, industrielle aussi. Je veux dire, le Covid et l'éruption des plateformes a complètement modifié la donne au niveau ne serait-ce qu'industriel. Donc on doit tenir compte de ça. Surtout quand on fait du cinéma de genre, parce que le cinéma de genre s'adresse en priorité au public du moment, à un jeune public. Alors, évidemment, c'est formidable si vous conservez le public que vous aviez 20 ans auparavant, mais d'une certaine manière, vous devez en fait vous adresser à un public qui est dans le moment présent. Et le public d'aujourd'hui de Silent Hill, c'est plus le public de la version PS5 de Silent Hill 2 que le public de la version PS2 que j'avais il y a 15 ans. Vous parlez de Silent Hill 2 avec cette idée d'un personnage qui imagine. Oui. Est-ce que cette atmosphère-là, c'est quelque chose, bon, j'imagine qu'on ne peut pas trop en parler parce que le film n'est pas sorti, mais que vous avez tenté de conserver d'une façon... Totalement, c'est conservé intégralement. C'est absolument la base du projet et c'est ce qui fait son intérêt. Okay. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir, c'est que l'un des films, les deux films dont c'était le plus inspiré, comment dirais-je, les créateurs de Silent Hill, et spécialement au moment de Silent Hill 2, c'est Le Locataire de Roman Polanski, qui est l'histoire d'un type qui finalement imagine qu'il est la cible d'une conspiration par ses voisins, alors qu'en fait on comprend à la fin, quand il se jette par la fenêtre et qu'il rampe au milieu des voisins, que les voisins n'ont absolument rien à voir avec ça et qu'il a entièrement imaginé ce récit épouvantable. Et puis un autre film qui est aussi assez connu, qui est L'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob, on comprend à la fin que tout ce qu'on a vu, c'est en fait le dernier éclair de conscience du personnage agonisant sur un brancard au Vietnam. Et qui donc a imaginé tout ce qui suit derrière, son rapatriement aux États-Unis, sa guérison, etc., etc., puis la conspiration qui semble se forger autour de lui. Et tout ça est en fait imaginé en un éclair alors qu'il est en train de mourir au Vietnam sur un brancard, sous un hélicoptère. Donc, je veux dire, ces deux films-là définissent ce qu'est le projet d'adapter Silent Hill 2. Et d'ailleurs, vous verrez, il y a un hommage, il y a à un moment donné, le personnage court, et passe devant une marquise d'un cinéma, et il est marqué double programme, Jacob's Ladder et The Tenant. Et bien sûr, parce que et tous les fans de Silent Hill 2 savent que ces deux films-là définissent le paramètre
dans lequel se doit de fonctionner ce chapitre de la saga Silent Hill. Ça donne envie en tout cas. Et alors vous avez dit que vous regardez les films des autres, mais les autres regardent aussi vos films. Et moi j'ai l'impression que Silent Hill a eu quand même un fort impact sur la production horrifique par la suite. Ouais. Comment vous ressentez ça? Est-ce que c'est... C'est normal. C'est le grand pot commun dans lequel on jette les choses. Personnellement, moi j'ai fait d'abord mon premier film, mon premier long métrage, c'était Crying Freeman, qui était un film qui mettait en scène beaucoup de références, notamment au cinéma de la Daiei des années 60 et évidemment au cinéma de Hong Kong des années 80. Et quelque part, c'est un peu normal que moi-même, à un moment donné, je fasse un film inspiré d'un jeu vidéo, mais dont les images ont pu générer effectivement soit de simples copies, comme par exemple dans La Nonne, je veux dire, le film copie la séquence des infirmières littéralement plan par plan, on va dire, mais il n'y a pas que celui-là, j'en connais au moins 3 autres. Et puis, voilà, mais ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que d'une certaine manière, le genre s'est toujours prêté à ce genre de vol ou d'emprunt ou de mise en référence ou de mise en abîme. Ça fait partie du jeu. C'est après au public de voir si c'est du vol ou si c'est un joli hommage. Je veux dire, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Et par exemple, pour moi, quelque chose qui m'a énormément touché, quand j'ai fait le Pacte des loups, le Pacte des loups se voulait un hommage à un genre qui est le wuxia-pian de Hong Kong, à un film en particulier qui s'appelle La Rage du Tigre de Chiang Chai, film dont les combats ont été chorégraphiés par Liu Xiaoliang, qui est le plus grand chorégraphe de l'histoire du cinéma de Hong Kong. Et le dernier film de Liu Xiaoliang, eh ben, il y a une séquence qui copie le Pacte des loups. C'est une espèce de retour à l'envoyeur absolument indescriptible. Quand j'ai vu brusquement ce dernier film qui est Iron Monkey 3, et où les personnages ont des longs manteaux avec les cols qui leur cachent le bas du visage comme dans mon film, je me suis dit merde, est-ce que seulement Liu Xiaoliang, quand il fait son dernier film, il sait que le film que j'ai fait vient en partie de son talent? Je veux dire, et que j'ai toujours reconnu que le Pacte des loups était en fait une variation sur La Rage du Tigre. Mais voilà, ça fait partie du jeu, de ce grand mouvement circulaire des influences, où une influence vient d'Asie, part en France, repart aux États-Unis, pour finir encore à nouveau en Asie. Il y a cette espèce d'immense circulation. C'est comme le Gulf Stream. Le cinéma de genre, c'est ça, c'est le Gulf Stream. Okay. Ah, c'est une bonne image. Mais quelque part, c'est de toute façon flatteur. Mais je le prends comme quelque chose de flatteur. Je ne le prends pas comme pourquoi les fumiers, il m'a pris mon truc. Non, mais non, parce que il y a même des fois où je fais par exemple des images et je les fais vraiment en toute sincérité et je m'aperçois ensuite en les regardant que ça vient d'un film. Je veux dire, je me dis merde, mais j'ai pris ça dans un film. Mais quand je la fais, quand je suis sur le plateau, dans le brouhaha du plateau, avec l'urgence de devoir tourner avant une certaine heure, machin, je mets en place mon plan, je mets en place ma scène, et je pense pas que je suis en train d'emprunter ou de voler à quiconque. Et puis après, quand je suis tranquille dans la salle de montage, sur le divan, derrière mon monteur, et je regarde, et je dis « Oh merde !» Par exemple, il y a un plan comme ça, quand Tchéky Karyo marche dans la forêt, dans un parc, dans Crying Freeman, et derrière un arbre, il y a Lady Anada, qui est en trench coat blanc, avec des lunettes noires en plein milieu de la nuit, et qui fume, et qui lui demande ce qu'il fait à cette heure-là, en train de marcher. Il y a ce plan comme ça qui suit Tchéky Karyo, et quand je l'ai fait, je peux l'assurer, je l'ai fait spontanément, il fallait tourner de nuit, c'était assez compliqué, etc. Mais quand je l'ai revu, j'ai su instantanément que ce plan venait de mon film favori, qui est Sueur froide d'Hitchcock, Vertigo, et que c'est le plan où James Stewart retrouve Kim Novak derrière le séquoia en trench coat blanc. Et je m'en suis rendu compte après, bien après, en me disant merde, mais ce plan, je sais d'où il vient. Mais il hante ma mémoire. C'est aussi parce que c'est un plan de mon film favori de tous les temps. Donc il y a des choses comme ça, ça fait partie je dirais presque d'une mémoire atavique, de quelque chose de spontané. Je veux dire, on ne peut pas toujours reprocher aux gens quelque chose qu'ils ont profondément aimé, qu'ils ont profondément intégré, qu'ils ont assimilé, au point que ça ressort presque d'une manière naturelle. Puis vous avez de toute façon vos influences qui, littéralement c'est le nom qui vous influence sans que vous Bien y sûr, prêtiez forcément mais aujourd'hui mes influences, sur mes 2 premiers films, que ce soit Crying Freeman ou Pacte des loups, on peut presque savoir les films que je...
à partir de Silent Hill, j'ai commencé à faire plus de références à d'autres arts. Le jeu vidéo de toute évidence, mais également la bande dessinée, la peinture, ou même la littérature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais moins d'emprunts au cinéma que je ne fais d'emprunts à la bande dessinée, par exemple, ou à la littérature. J'ai changé en fait de niveau. Je pense que je pense qu'il y a une forme de puérilité ou d'innocence d'emprunter à un autre film d'une manière consciente, et qu'aujourd'hui on est plus, avec l'âge, on est plus amené à travailler une influence qui vient d'un autre art en fait. Et finalement, adapter un jeu vidéo, c'est une manière finalement de se débarrasser un peu du poids des grands anciens du cinéma, même si par ailleurs le jeu est lourdement influencé par le cinéma. Puisque moi j'ai pu rencontrer la Silent Team, et en particulier Akira Yamaoka qui a travaillé avec moi sur les 2 projets. Et évidemment, quand je lui disais ça, tu l'as pris à l'au-delà de Fulci, ça tu l'as pris à tel film de Bava, celui-là tu l'as pris à l'échelle de Jacob. Chaque fois il a un grand sourire et il se marre parce qu'il me dit on peut rien te cacher. Et alors, pour conclure un peu tout ça, moi, enfin, il y a beaucoup de fans de la saga, de la franchise vidéoludique Silent Hill qui attendent le film, mais il y a aussi tous les fans de votre film qui ne connaissaient pas forcément le jeu vidéo et qui ont aimé le film. Moi, je le vois dans mes commentaires sur ma chaîne, ils attendent vraiment fortement le film. Est-ce qu'eux, ils vont retrouver ce qu'ils avaient aimé en partie dans votre premier film? C'est difficile à dire, parce que peut-être ce qu'ils ont aimé dans mon premier film, c'est aussi le style que j'avais voulu donner, et le côté à la fois visuel, opératique, etc. Je pense que ça, ils vont le retrouver. Je veux dire, le film comprend plus de 60 décors, comprend une dizaine de créatures différentes, donc c'est la fiesta. Voilà. C'est la fête du slip, comme on dit. C'est-à-dire que là, il y en a partout. Voilà. Mais ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que vous avez brusquement une espèce de train fantôme démentiel, avec des choses qui se passent qui sont complètement folles et qui se succèdent à un rythme vraiment très rapide. Donc non, je pense que les gens décemment ne devraient pas être déçus. Après, c'est vrai que m'attaquer à Silent Hill 2 est un vrai pari, parce que c'est le jeu qui est pratiquement le plus commenté de l'histoire des jeux vidéo. C'est-à-dire que quand j'écrivais le script pendant les années Covid, je lisais un peu, j'en profitais, j'avais le temps avec les Covid, de relire comme ça tous les analyses, etc., que les gens faisaient. C'est assez faramineux, quoi. C'est-à-dire qu'on est face à un public qui est extrêmement éduqué, extrêmement organisé sur ce genre de choses. Mais justement, je me suis amusé avec ça. Je me suis amusé avec l'idée que j'allais retourner auprès d'un public qui avait aimé le premier film, mais qui m'attendait sur cette adaptation du deuxième. Et que d'une certaine manière, il fallait que, à la fois, ils aient l'ultra-respect, pratiquement monomaniaque qu'ils espèrent. On a sorti un tout petit teaser à un moment donné où les gens sont mis à faire les comparaisons avec les plans du jeu. Et voilà, c'est-à-dire que oui, ils vont avoir toutes les grandes scènes de Silent Hill 2, mais alors reprises, mais carrément vraiment au poil de cul près. C'est vraiment ça. Mais en même temps, il y aura des surprises. Il y aura des surprises parce que d'abord, c'est 2 médiums différents et on ne peut pas prétendre transposer Silent Hill 2 le jeu dans un film. Non, il y a des adaptations dans le film, et il y a aussi un travail sur la narration, sur le rythme, sur tout ça, qui fait que c'est 2 choses totalement différentes. C'est 2 choses totalement différentes. Donc à la fois, je suis confiant, je pense que les gens vont être parfois fascinés de retrouver les détails du jeu, ce qu'on a tous aimé, tous les gens qui aiment ce jeu ont aimé par-dessus tout. Et en même temps, ils vont avoir des surprises. C'est là où peut-être il va y avoir des fois peut-être des rejets, mais ça fait partie du jeu. Je veux dire que je ne peux pas, moi, en tant que cinéaste, prétendre transposer à 100% fidèlement ce jeu sur un écran. C'est impossible. Ou alors il faudrait que je trouve un producteur qui me dise le film peut durer 10 heures, quoi. Mais ça, je ne peux pas. Ça n'existe pas. Le phénomène d'immersion qu'on a dans un jeu est foncièrement différent de celui qu'on peut avoir dans un film. Pour l'instant, le film a été montré à des gens, et c'est vrai que le mot qui revenait le plus après qu'ils aient vu le film, c'est immersion.
Donc je pense que quelque part, ça, le contrat est rempli. Évidemment, la première personne qui a vu le film fini, c'est Akira Yamaoka. Et il m'a dit une chose très gentille que je prends après. Voilà, il m'a dit j'ai chialé en regardant le film. Bon, moi personnellement, le deal est rempli. C'est-à-dire que si le créateur, la tête pensante de Silent Hill m'a dit que ça l'avait ému à ce point-là, je dirais que mon deal est rempli. Après, bon, on sait aussi qu'un film existe dans le temps. Le premier Silent Hill avait été très bien reçu par les fans, mais n'avait pas conquis absolument tous les fans de films d'horreur. Parce que les gens, à l'époque, ils voulaient du jump scare. Et il n'y avait pas de jump scare dans le film. Parce que pour moi, Silent Hill, c'est pas un film d'horreur, c'est un film cauchemardesque. Il y a une différence pour moi entre l'horreur et le cauchemar. Oui, ce qui m'a frappé quand j'ai mis en place le nouveau film, et ce qui n'avait pas été le cas sur le premier, où j'avais dû expliquer exactement ce qu'était l'univers de Silent Hill. Quand je me suis retrouvé à parler aux acteurs, à parler aux techniciens, je me suis rendu compte que j'avais face à moi une génération qui avait vu mon film et joué au jeu. J'avais plus rien à expliquer. Les deux personnages principaux du film, Jeremy Irvine et Anna Emily Anderson, ils avaient vu le film, ils avaient vu mon film à 16 ans. Donc ils savaient très bien de quoi il en retournait. Et tous les techniciens en Serbie que j'avais, qui avaient tous à peu près une trentaine d'années, ils avaient tous joué au jeu, ils avaient tous vu le film. Et ça m'a frappé. C'est-à-dire, brusquement, je voyais que je m'adressais finalement à la génération 2.0, quoi. Et j'en fais un peu partie. Donc, voilà. Moi j'ai hâte de voir le film. Je vous remercie pour tous ces détails. Merci à toi. D'avoir vraiment pris le temps.